La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Caraïbe, chaîne 22. Bienvenue à Café Philo ce mardi 22 mai. Et on va aller très vite parce que vous savez déjà et vous pouvez le remarquer, l'heure nous fait vraiment la guerre. Je vais vous demander de vous mettre debout pour entonner l'hymne national de la République d'Haïti, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de terre, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la main guérie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. On va suivre la chanson fétiche de Café Philo à sa simple El Comandante de Julio Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce
conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Merci Gaël. Maintenant, suivons avec attention, à travers cette petite vidéo, l'installation des membres du comité de pilotage et du secrétariat technique d'organisation des États généraux. Merci Gaël. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler, comme c'est indiqué dans les messages que vous avez reçus, pour la thématique de ce soir, des États généraux sectoriels de la nation. Et ça, c'est le thème qui est courant, qui est d'actualité aujourd'hui. Mais il faut préciser que ce concept, cette thématique ne date pas d'aujourd'hui. Sous l'Ancien Régime, on convoquait les États généraux sectoriels aussi. Et Louis XVI savait convoquer des États généraux avec des représentants de toutes les provinces qui viennent de toutes les provinces. Par exemple, vous savez, dans l'ancien temps, on parlait du clergé, de la noblesse et du tiers-État. Et en général, ces États généraux sont convoqués à l'occasion pour traiter de crises politiques ou économiques. Et en Haïti, depuis, disons, 86, il y a toujours des crises, particulièrement des crises politiques. Et à ces occasions, il y a des leaders qui montent au créneau pour proposer des thèmes traduisant une sorte de mise ensemble, de mise en commun pour résoudre les problèmes politiques. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ces problèmes sont encore là. Par exemple, on se rappelle avant le départ pour le delà du feu Tuneb Delpé et sénateur de son État, il parlait de la conférence nationale. Et entre 2000 et 2004, on parlait du contrat social prêté de Jacques Rousseau. Et aujourd'hui, à l'occasion, pendant cette période, à l'occasion des élections, de la campagne électorale pour les présidentielles, il y a un des candidats à la présidence, en l'occurrence Jovenel Moïse, actuel président de la République d'Haïti, qui a promis, s'il gagnait les élections, il va convoquer les États généraux sectoriels de la nation. Et comme c'est fait aujourd'hui, vous venez de suivre à travers cette vidéo l'installation du comité de pilotage
pour la réalisation de ces états généraux, dont le professeur Dovillier est l'un des membres. On va, en fait, il y a tellement d'interprétations, et il y a l'opposition politique qui n'est du tout pas d'accord, et certains disent que ce n'est pas au président de la République de convoquer les états généraux parce qu'il n'est pas légitime, parce qu'il ne serait pas légitime, et il y a d'autres visions qui sont données, qui sont publiées dans les médias. Aujourd'hui, Café Philo jugeait nécessaire de faire un débat avec un intellectuel. Bon, le professeur Dovillier m'a dit de ne pas dire un grand intellectuel, un éminent intellectuel, tout simplement un intellectuel, un professeur à l'université, un ami de Café Philo. D'ailleurs, c'est l'un des intervenants réguliers de Café Philo qui est toujours disponible pour nous. Il va traiter ce sujet, les états généraux, le sens des états généraux dans les démocraties contemporaines. Alors, je dois, avant de passer la parole au professeur Dovillier, je dois dire que je suis honoré, je suis ému d'être le modérateur, bon, ça c'est moi qui le dis, du grand professeur Dovillier pour animer ce Café Philo. Professeur Dovillier, quel est le sens des états généraux dans les démocraties contemporaines? Merci, cher ami, merci camarade. C'est aussi un honneur d'être toujours là avec vous à Café Philo. Et nous faisons ce que nous pouvons, en quelque sorte, pour pouvoir éclairer le public, participer à cette œuvre, en quelque sorte prônée par Condorcet, que vous connaissez très bien sans doute, Condorcet, à travers ses mémoires sur l'instruction publique, Condorcet à travers aussi son journal, ce grand journal, son fameux journal d'instruction sociale. Il faut aller lire, hein. Il faut aller chercher ce texte de Condorcet, le fameux journal d'instruction sociale, c'est-à-dire que dans un régime démocratique, il faut cet élément-là, qui est le savoir. Évidemment, on va le voir par après, la contradiction qui peut exister entre le savoir et évidemment le vote. Le savoir comme élément de qualification et aussi par rapport au vote qui est un élément de pacification, d'égalisation en quelque sorte, ce qu'on appelle de déhiérarchisation des citoyens, puisque dans le secret de l'isoloir, on ne juge pas de la qualité. Dans le secret de l'isoloir, chaque vote, chaque voix compte, et qu'elle soit motivée par la passion, par les préjugés, par la compétence, même par les aléas quotidiens, etc. Donc par des éléments contingents. Donc c'est une question très, très problématique qu'on va traiter maintenant, parce que parler du sens des états généraux dans les démocraties contemporaines, c'est mettre en question, c'est examiner la politique. Pour le dire de manière beaucoup plus précise, c'est examiner le politique, c'est-à-dire que non seulement les institutions de gouvernement, sinon de gouvernabilité, mais aussi d'examiner, d'associer cette forme de gouvernabilité avec les considération, les interventions, la participation, le refus et même, on peut dire, l'insurrection des gouvernés. C'est parler des rapports politiques, ou du moins c'est parler des bons rapports politiques, et dans ce sens-là, c'est parler du bon gouvernement. Parce que tout simplement, la convocation des états généraux, c'est la convocation des éléments qui ne gouvernent pas, des corps qui ne gouvernent pas directement. La question qu'on se pose, une question d'ordre philosophique et sociologique, pourquoi évidemment faire participer directement ou indirectement des éléments, des corps qui ne font pas partie de ce corps-là, qui est le corps politique. En l'occurrence, pourquoi faire participer directement ou indirectement la société civile dans les décisions? Une question aussi d'ordre philosophique, puisque actuellement on traite
C'était à la mode dans les années 90, ce qu'on appelle la démocratie épistémique. C'est juger la valeur des revendications des gouvernés, juger la véracité des demandes des gouvernés et voir peser, sous-peser et comparer la véracité, les demandes, ou du moins l'opinion, les revendications des gouvernés par rapport à des propositions faites par les gouvernants et par sur quoi des propositions faites par des experts. Donc la crise, en fait, le sens, c'est le sens de la politique, c'est le sens du politique, c'est le sens des nouveaux rapports entre gouvernés et gouvernants, c'est le sens de ce qu'on appelle, entre guillemets, le bon gouvernement, le bien gouverné. Donc, pour ce faire, bon, je ne vais pas entrer dans les détails ce soir pour aller faire l'histoire, donc la genèse des États généraux, ni pour aller faire des considérations d'ordre philosophique et historique sur les États généraux. Je vais vous parler franchement, je vais vous parler directement, comme j'aime le dire. On a évoqué Michel Foucault, je vais vous parler dans le sens d'une parésia, d'un discours parésiastique, d'un discours frais, d'un discours vrai, d'un discours qui se veut évidemment un discours risqué. Parce que tout simplement, je dis ça, je fais allusion à Foucault parce qu'on a tendance à mettre ce que je dis, ou du moins ce que je vais dire là, dans l'actualité. Je dois vous mettre, je dois vous dire d'emblée que je ne vais pas parler de l'actualité. Bon, ça peut vous surprendre ou vous désoler, mais ce n'est pas l'actualité qui m'intéresse per se en tant que telle. Je vais parler en général des rapports entre gouvernants partout dans le monde et gouvernés de manière générale, et on peut faire quelques occurrences en Haïti. Donc, et si je dis ça, que cela comporte un risque, pourquoi? Parce que non seulement je suis un professeur, mais je suis en quelque sorte un citoyen et désormais je fais partie de cette institution-là, ce néo en quelque sorte état général qu'on fait pour pouvoir demander aux citoyens de dire leurs paroles vraies, leurs paroles vraies, entre guillemets. Je fais une petite parenthèse à Foucault par rapport à cette parole populaire. Voilà ce que disait Foucault par rapport à la parole professée, à la parole du sage, à la parole technique, parole, parce que pour parler dans ce sens-là, il faut être au moins deux, donc il faut que ce soit un jeu, le jeu parésiastique. On va parler au prince, on va parler au peuple, on va parler à l'ami. On va dire la vérité au prince, on va évidemment donner quelques conseils de sagesse à la population, au peuple, tout comme on peut donner un avis à un ami. Foucault disait dans ce sens-là, si le parésiaste est bien celui qui prend le risque de mettre en question sa relation à l'autre et même sa propre existence en disant la vérité, toute la vérité envers et contre tout, d'un autre côté, celui à qui cette vérité est dite, qu'il s'agisse du peuple assemblé et qui délibère sur les meilleures décisions à prendre pour la suite, qu'il s'agisse du prince, qu'il s'agisse du tyran ou du roi auquel il faut donner des conseils, qu'il s'agisse de l'ami que l'on guide, celui-là, peuple, roi, ami, s'il veut jouer le rôle que lui propose le parésiaste, en lui disant la vérité, il doit l'accepter, aussi blessante qu'elle soit, pour les opinions reçues dans l'Assemblée, pour les passions ou les intérêts du prince, pour l'ignorance ou l'aveuglement de l'individu. Le peuple, le prince, l'individu doivent accepter le jeu de la parésia. C'est une manière de dire aussi, si le gouvernant demande au gouverné de parler, le gouverné doit parler, il doit dire ce qu'il croit être la vérité, et le gouvernant doit être prêt, doit accepter la parole, le gouvernant doit accepter la parole du gouverné. Là, c'est une perspective de la parole positive.
Mais il faut dire aussi qu'il y a une perspective philosophique de la parole négative, la parole, notamment la parole du peuple, la parole de la population. Par exemple, à contrario, on peut se référer à la conception négative de cette parole-là, une conception très commune, comme vous le savez très bien, à Platon, notamment dans la République, le livre 8, qui disait, où il décrit évidemment cette parole-là, notamment la parole du peuple, parce que les États généraux, c'est ça, avant tout la parole du peuple. Platon dit, considère cela comme étant du verbiage, comme étant un acte de dire n'importe quoi, pas n'importe où, l'acte de dire n'importe quoi, dans la mauvaise cité démocratique, parce que quand même, la démocratie, c'était pas, comme vous le savez très bien, c'était pas le meilleur régime politique pour Platon. Donc, de dire n'importe quoi dans la mauvaise cité démocratique, celle qui est bariolée, celle qui est toute disloquée, celle qui est dispersée entre des intérêts différents, celle où des passions différentes, des individus qui ne s'entendent pas. Donc, c'est la conception négative de cette parole-là. Moi, ce que je vais dire là, je vais dire beaucoup plus une parole positive parce que, en dehors de cette démocratie épistémique où on met en jeu, où on met en question la parole du peuple, on le verra, il faut évidemment qu'on donne la parole à ce peuple-là. Donc, c'est le fondement. Or, les États généraux, le principe, le concept même d'États généraux, c'est cela, c'est donner la parole à ceux qui n'ont pas directement le pouvoir. C'était cela, évidemment, en France, pour les États généraux, une institution qui est créée depuis 1302, institution qui allait être abandonnée, culminée par la Révolution française en 1789, évidemment. Mais ce qu'il faut retenir, je ne vais pas m'étendre sur les États généraux en France, ce qu'il faut retenir dans les États généraux en France, il y a deux choses qu'il faut retenir. Il faut retenir la question de la représentation. Il faut retenir, évidemment, la question de la participation. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il y a, dans la représentation, il y a deux éléments. Il y a la représentation comme étant une représentation mandat. Il y a la représentation comme étant une forme d'ordre, d'impératif. C'est d'où la question, les deux éléments, le mandat représentatif et le mandat impératif. Il faut retenir que 1789, avec le serment du jeu de paume, évidemment, 1789 a été un coup d'État. La transformation des États généraux en assemblée constituante a été un coup d'État. Parce que tout simplement, les députés des circonscriptions n'avaient pas pour mandat, il faut le retenir, les députés n'avaient pas pour mandat de parler au nom du peuple. Ils avaient pour mandat de dire ce que le peuple, ce que les trois ordres leur ont demandé de dire. Donc, ils avaient un mandat impératif. C'est pour cela que le roi et le conseil du roi, les conseillers du roi ont protesté de toute leur force en disant « on ne comprend pas ce qui se passe là ». Des gens qu'on envoie ici, qu'on convoque, c'est moi le roi, les trois corps du roi. Donc je suis le roi, je suis le peuple, etc. Je suis la politique, je convoque des ordres. Et des ordres qui ont une parole, qui doivent venir dire une parole. On leur met une parole dans leur bouche, en quelque sorte, les représenter. Or, ils viennent ici, ils se transforment en mandataire, en quelque sorte, du peuple. Or, ce n'était pas ça le rôle, la fonction des États généraux de la nation. Avec ce coup d'État-là, on invente le mandat représentatif. Or, toute la crise de la politique, depuis lors, et jusqu'à présent, la crise du politique est une crise de la représentation. On ne peut pas comprendre les États généraux si on ne les met pas en rapport avec la crise de la représentation. Donc, c'est pour cela que je peux dire que cette histoire-là, l'histoire des États généraux a impliqué une crise politique, en fait une crise du pouvoir, une crise de l'autorité. Donc, ces deux crises-là,
ces deux crises, la crise du pouvoir, qu'il ne faut pas confondre avec l'autorité, comme le dit très clairement Myriam Rivaud-Dallon dans plusieurs de ses textes. Donc c'est que ces deux crises, la crise du pouvoir, la crise de l'autorité, redéfinissent le principe de représentation. Si le principe de représentation est redéfini, ce qui en fait est mis en cause, c'est le principe de légitimité. Donc, légitimité, lequel principe? Légitimité qui a trois principes pour lui-même. Le principe politique, donc c'est la représentation en quelque sorte politique, le principe juridique incarné dans le peuple-nation, le principe sociologique incarné dans les différentes composantes de la nation, de l'État-nation en quelque sorte. Troisième élément qu'il faut prendre en compte quand on aborde la question des États généraux, et donc la crise du politique, c'est le suffrage universel. C'est que suffrage universel, attesté depuis le XVIIIe siècle, qu'on retrouve évidemment théorisé, la première occurrence de ce mot prononcé par Diderot en 1765, encore qui allait être théorisé par Guizot, en quelque sorte le suffrage. Maintenant, ce qu'il va y avoir, c'est la déception qui va découler du suffrage universel. Ce qu'on va voir, c'est que cette démocratie-là, depuis on peut dire, la deuxième moitié du 19e siècle, avec en 1848 le suffrage universel, mais il faut le dire, le suffrage universel masculin, parce que non seulement on a établi le suffrage universel lors de la Révolution, mais le directoire a aboli le suffrage, ce suffrage universel-là. On a repris le suffrage en 1848. Aux États-Unis, c'était depuis l'indépendance le suffrage, mais évidemment presque une forme de suffrage à la fois censitaire et de suffrage capacitaire. Donc à ce moment-là, ce qu'on va voir dans cette démocratie-là, cette démocratie, on peut dire, moderne et pour le moins contemporaine, c'est qu'il va y avoir, il faut tenir compte de trois éléments qui caractérisent en quelque sorte cette démocratie-là. Ce dont je viens de parler, le suffrage universel, le développement des partis politiques et l'essor du Parlement. Donc, on ne peut pas non plus comprendre la crise du politique sans mettre cette crise-là en rapport avec le suffrage universel, en rapport avec le développement, ce qu'on appelle la démocratie de partis, le développement des partis politiques, en rapport avec l'essor des parlements. Mais il faut que je vous rappelle quelque chose. Quand il y avait les États généraux, il y avait des parlements, il y avait un parlement. Mais le Parlement, le rôle du Parlement, ce n'était pas le rôle que le Parlement a actuellement. Le Parlement ne faisait pas la loi. Le Parlement ne légiférait pas. Mais les États généraux eux-mêmes se penchaient sur des sujets bien spécifiques comme l'impôt, comme des crises politiques, comme des crises diplomatiques, etc., comme aussi des moments difficiles que confrontait la royauté. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers ces trois éléments-là, le suffrage universel, le développement de la démocratie de parti, l'essor du Parlement, il faut comprendre l'introduction, l'avènement, l'émergence d'un élément longtemps déconsidéré. Déconsidéré non seulement d'un point de vue épistémique, d'un point de vue intellectuel, mais aussi déconsidéré d'un point de vue social. Cet élément-là n'est autre que le peuple. Donc, à travers ces trois éléments-là, il va y avoir l'introduction progressive du peuple dans l'espace politique. Laquelle introduction qui est manifestée principalement par la généralisation du vote. Je vous dis rapidement ce que Rousseau, il n'y a pas plus progressiste que ce monsieur-là, plus populaire que Rousseau. Voilà ce que Rousseau dit dans ce texte-là, que je vous recommande, le texte de Dominique Rousseau, intitulé « Radicaliser la démocratie, proposition pour une refondation ». Il cite Rousseau. Rousseau dit « S'il y avait, en parlant de l'émergence du peuple, s'il y avait un peuple de Dieu, au pluriel, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Ce que voulait dire Rousseau, c'est dire que le peuple ne peut pas se gouverner. La démocratie est ce qu'elle est. La démocratie est représentative parce que pratiquement
intellectuellement, rationnellement, le peuple ne peut pas se gouverner. Le peuple est représenté par des représentants. Ces représentants-là parlent au nom du peuple. Ils pensent pour le peuple, ils agissent pour le peuple, ils décident à la place du peuple. Ils ont le mandat, en quelque sorte, l'onction, ce qu'on appelle l'onction populaire, pour pouvoir le faire. Donc je disais que l'introduction progressive du peuple dans l'espace politique, manifestée principalement par la généralisation du vote, mais le fait est que l'acte de voter est généralement présenté comme l'instrument de la participation des citoyens à la décision politique. Donc quand le peuple vote, on considère que le vote est la participation. Le peuple vote, donc le peuple participe. C'est là le nœud gordien, c'est là l'élément de base qui va enclencher la crise, en fait, la crise des démocraties contemporaines. Le peuple vote, donc le peuple participe. Or, comme le dit Dominique Rousseau, comme le dit aussi un grand auteur, comme le dit Pierre Rosanvallon, des études en pays qui ont été faites, comme le dit aussi des auteurs comme Michel Callon, Pierre Lascaume et Yannick Barthes, dans Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique. La démocratie technique. Comme ils le disent, le constat, c'est que toutes les institutions, tous les instruments ou mécanismes présentés comme les vecteurs d'une participation directe des citoyens à la prise des décisions politiques sont aussi des institutions, des instruments, des mécanismes qui renforcent et perfectionnent la délégation de pouvoir. Le problème est là. Le problème se situe dans la délégation de pouvoir. Il vous dit que, en revenant sur les trois éléments, le suffrage, la démocratie de parti, donc les partis politiques, l'essor du Parlement, on constate que le suffrage universel légitime, en fait, il légitime la représentation, mais le suffrage légitime la représentation autant ou plus qu'il donne au peuple la maîtrise des décisions. Ça, c'est le suffrage. Et même l'autre élément, les partis politiques, on constate, ils organisent, ils reproduisent la représentation autant ou plus qu'ils donnent à leurs adhérents ou aux citoyens les moyens d'intervenir dans les choix politiques. Là commence la crise, ça venime en quelque sorte. Voilà. Le suffrage est presque détourné. C'est que les représentants se mettent à la place du peuple et n'écoutent presque même plus le peuple, c'est-à-dire que ne voient même plus le peuple. Les partis politiques qui organisent la vie politique, qui participent de l'éducation politique, non seulement de leurs adhérents, mais aussi du peuple, les partis politiques fonctionnent dans le même registre, le registre en quelque sorte de la délégation. Et le peuple, dans tout cela, le peuple est davantage nommé, le peuple est davantage sollicité, mais le peuple, il reste toujours aux portes de l'espace de délibération, aux portes de l'espace de délibération. Dans ce sens-là, on parlemente, on légifère, on décide au nom du peuple. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que le peuple est à la fois le référent du système représentatif et sa ligne de faille. Le peuple est à la fois le référent du système représentatif et sa ligne de faille. Car le peuple, il peut à tout moment, dit Dominique Rousseau, il peut à tout moment faire irruption, il peut soulever, le peuple peut soulever l'écorce, c'est très bien dit, le peuple peut soulever l'écorce représentative en affirmant que ses attentes, ses préoccupations, ses volontés ne sont pas celles que les représentants lui attribuent. C'est à ce moment-là que la crise éclate, ce qu'on appelle dans le langage, à ce moment qu'advient un tremblement, sinon un séisme politique, l'irruption du peuple sur la scène politique. On l'a vu en 1985, en 1986, on l'a vu en 1843, on l'a vu évidemment
à d'autres périodes de notre vie nationale. C'est dire en quelque sorte, pour pouvoir tout cela, je dis tout cela, c'est pour pouvoir comprendre par après le sens des états généraux réalisés, commandés par les représentants, donc par les dirigeants. Dans ce sens-là, le système représentatif, on constate que ce système-là dysfonctionne. Le système représentatif dysfonctionne, le lien représentatif a disjoncté. C'est que, pourquoi? Parce que les représentés ne se voient plus dans les représentants. Non, les représentés ne se voient plus dans les corps de leurs représentants, ne s'entendent plus dans leur voix. Les représentés ne se reconnaissent plus dans leurs décisions et, pour leur part, les représentants ne regardent plus, n'écoutent plus, ne connaissent plus celles et ceux qu'ils sont censés représenter. Dans ce cadre-là, il y a deux choses. Il y a d'un côté le rejet, il y a de l'autre le mépris. C'est-à-dire que le peuple rejette cette forme de représentation et de l'autre côté, les dirigeants ont tendance à mépriser ce qu'on appelle les préférences brutes du peuple. Et la crise s'envenime évidemment, la crise du politique. On vient à constater que le système représentatif, la démocratie, comme l'appelle Pierre-Rosan Vallon, la démocratie électoralo-représentative dysfonctionne. Cette démocratie-là tourne à vide. Le système tourne à vide, c'est-à-dire que sans que les représentants se sentent engagés par les paroles, les représentants ne se sentent plus engagés par les paroles de la société et sans que les représentés se sentent engagés par leurs lois. Donc, ils font des promesses, ils ne tiennent pas les promesses parce que les promesses n'engagent que ceux qui croient en ces promesses-là. Et en retour, les représentés ne reconnaissent pas les lois, les décisions que prennent les représentants. C'est une manière de dire autrement que le lien représentatif est rompu dans une tranquille indifférence, l'indifférence du peuple. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est une indifférence qui peut être dangereuse, puisque le peuple, dans ces conditions-là, dans la condition de la crise du politique, le peuple risque de faire irruption, le peuple risque, le mot a été dit tout à l'heure, le peuple risque de remettre en cause le contrat social prôné par Rousseau. Parce que c'est un contrat écrit d'en haut en quelque sorte. Donc, il y a plusieurs risques, il y a des risques politiques, il y a des risques sociaux, il y a des risques techniques. Et tous ces éléments-là convergent dans la crise du politique, tous ces éléments-là convergent pour fragiliser un élément important parmi les trois éléments que Rosan Vallon appelle les institutions invisibles. Cette crise-là fragilise cet élément-là qui n'est autre que la confiance. La confiance. Les trois éléments, ce qu'on appelle les institutions invisibles, la confiance, l'autorité, la légitimité. Or, la crise, en quelque sorte, fragilise pas seulement la confiance, parce que la confiance du peuple, de la population, la crise du politique, cette forme de représentation fragilise à la fois l'autorité, c'est-à-dire que le fait d'admettre quelque chose sans une contrainte spécifique, directe, sans un ordre, sans une décision, une forme d'ordre, un impératif en quelque sorte, et la légitimité, parce que tout simplement, le peuple ne se reconnaît plus dans ses dirigeants. Mais s'il y a une crise, si cela fragilise les institutions invisibles, la confiance, l'autorité, la légitimité, ça va fragiliser l'élément qui caractérise, qui symbolise cette forme, cette démocratie-là, notamment les démocraties contemporaines, qui n'est autre que
le vote. Donc maintenant, à ce moment-là, quel est le sens du vote? Quel est le sens d'aller voter pour des gens qu'on n'a plus confiance? On n'a plus confiance dans ces gens-là, on ne les reconnaît plus, mais le fait est que on a un socle constitutionnel qui donne des droits, dont évidemment le droit politique d'élire et d'être élu. À ce moment-là, on est tout à fait dans un carrefour, on est en pleine crise. Maintenant, à ce moment-là, que font les dirigeants? C'est à ce moment-là que, évidemment, il faut dire aussi, bon, je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire, toute la philosophie, tous les aspects sociologiques, anthropologiques et politiques, philosophiques derrière cette crise-là, mais c'est à ce moment-là, il se développe aussi de chaque côté, du côté du peuple, et du côté des dirigeants, et du côté des dirigés, des stratégies d'esquive, des stratégies de résolution de cette grande crise-là, du politique. Du côté du peuple, il y a ce que, par exemple, Rosa Vallon appelle une démarche de contre-démocratie. Dans ce petit texte, la contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance. Le peuple se met dans une posture de défiance. Le peuple invente d'autres modèles de participation, parfois violentes, les manifestations, les émeutes, des incidents, ou du moins le boycottage. Il y a d'autres éléments d'esquive qui caractérisent en quelque sorte le refus de ce peuple-là, le refus de ce régime-là, ce régime politique, la démocratie électoralo-représentative. Donc de l'autre côté, il y a les dirigeants. C'est à ce moment-là que les dirigeants, l'une des tactiques des dirigeants, c'est de convoquer le peuple, non pas la convocation en sécomice, parce que c'est traditionnel, c'est même usé, c'est même vieux, l'élection, parce qu'on a constaté que l'instrument électoral ne légitime plus les dirigeants. On fait avec parce qu'on n'a pas d'autres modalités, parce que vous savez très bien, il n'y en a pas 36. Il y a 3 modalités de choix. Soit, ou bien, on choisit par tirage au sort, soit on choisit par l'élection, soit on choisit par le concours. Parce qu'on ne peut pas choisir, évidemment, dans la démocratie contemporaine, on ne choisit pas par l'examen. Il faut le dire que ça a existé, notamment en Belgique, vers les années 1883. Il y avait même une loi où on faisait passer un examen aux électeurs. C'était une idée, évidemment, prônée par certains intellectuels de la Révolution, comme Sieyès, comme, évidemment, Duhamel et d'autres auteurs de la Révolution. Parce que, tout simplement, il y a cet élément-là, l'élément de la capacité. En disant cela, je vous fais rapidement une petite citation sur cet élément-là, parce que il disait que, par rapport au peuple, par rapport à ce rapport entre savoir et pouvoir et élection, c'est que je crois que c'est Sieyès, Duhamel et Condorcet qui disaient cela, qu'il faut réduire l'intervalle immense qui existe entre les institutions et les habitudes. À ce moment-là, il faut investir dans l'éducation pour que le peuple puisse avoir la capacité de choisir de bons dirigeants. Car si le peuple choisit mal, on aura de mauvais dirigeants. Donc, je reviens sur la question de l'esquive. Donc, on demande, on ne peut pas, évidemment, tirer au sort les dirigeants. On ne peut pas, évidemment, faire un examen pour avoir le bon président, le bon parlementaire, le bon maire, le bon, évidemment, délégué. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire passer l'examen, on vote. On ne peut pas non plus les tirer au sort. Bien qu'on dise, c'est la meilleure, évidemment, formule démocratique, la formule la plus démocratique. À ce moment-là, on convoque, dans les marges de l'élection, du vote, du suffrage, on convoque les États généraux dans les démocraties modernes, contemporaines, les États généraux sectoriels de la nation. Que font, évidemment, on va en discuter lors du débat, quel est donc le sens de ces États généraux-là? Mais donc, le sens de ces États généraux-là, c'est de remédier, évidemment, à la crise du politique. C'est de redonner confiance au peuple. C'est de légitimer, en quelque sorte, la place des dirigeants. Et aussi, c'est, en quelque sorte, lié, ces 2 éléments-là, lié le vote et la participation réelle. Parce que
on a constaté qu'il y a une coupure entre le moment électoral et le moment gouvernemental. Pour concilier le moment électoral et le moment gouvernemental, on fait des états généraux. D'autant plus qu'on constate avec l'érosion de la confiance, l'érosion de l'autorité, l'érosion de la légitimité, on constate que la participation électorale baisse de plus en plus et partout dans le monde. Chez nous, récemment, on était de 15 à 20% en quelque sorte, ce qui prouve l'érosion de la confiance de la population dans ses dirigeants. À ce moment-là, on convoque les États généraux. En Haïti, on vient de le faire. Mais ce n'est pas la première chose, ce n'est pas ici qu'on a inventé ça. Par exemple, tout près de chez nous, l'un des États généraux qui ont réussi, c'est les États généraux qui ont eu lieu au Canada. Au Canada, entre 66, 67, 68, par exemple, qui a donné naissance, qui a donné lieu à la révolution culturelle, qui a donné lieu à ce qu'on appelle l'autodétermination du peuple québécois, en quelque sorte. Mais il faut dire que ce ne sont pas les dirigeants canadiens, parce que quand même, les États généraux et québécois, en quelque sorte, c'était une forme d'États généraux contre une domination. La domination d'une autre, entre guillemets, d'une autre ethnie, l'ethnie purement anglophone. Donc en France, il y a plusieurs États généraux. Donc il y a les États généraux de la bioéthique, les États généraux des technologies de l'information et de la communication, les États généraux de l'environnement, les États généraux de l'agriculture. Et tout cela, tous ces États généraux-là, plus récemment, il y a eu les États généraux de l'outre-mer. Parce que rappelez-vous, il y a eu l'irruption du peuple de l'outre-mer, quand il y a eu des manifestations en Guadeloupe, en Martinique, l'île Maurice, et c'était notamment en Guadeloupe. À ce moment-là, on a fait les États généraux de l'outre-mer pour que le peuple puisse poser lui-même ses propres problèmes. Donc, nous, les dirigeants, on ne comprend plus les problèmes du peuple, on ne comprend plus le peuple, on est trop distant du peuple, le peuple est trop méfiant par rapport à nous. Qu'est-ce qu'on fait? On donne la parole au peuple pour que le peuple lui-même se pose des questions et essayer de trouver des solutions. À ce moment-là, si c'est le peuple qui trouve des solutions, le peuple nous dit, comme ça a été fait sous l'Ancien Régime, le peuple nous envoie ces cahiers de doléances. Ces cahiers de doléances, évidemment, le peuple porte, parce que le peuple ne va pas véritablement élire des représentants, comme c'était le cas des députés. Le peuple nous envoie les cahiers de doléances. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous charger d'appliquer, de transformer ces doléances-là en politique publique. Et c'est ça, le sens, en quelque sorte, des États généraux, c'est redonner le pouvoir au peuple, replacer le peuple au centre du politique, évidemment, et c'est important, ce qui a été le cas de l'instrument que constitue le vote, et parce que le vote ne l'est plus, le vote qui était un instrument de pacification sociale. Le vote n'est plus un instrument de pacification sociale. Maintenant, la stratégie qu'on trouve pour pacifier en quelque sorte la société, rendre possible le vivre ensemble, le bien vivre, rendre gouvernable la société, c'est de donner la parole au peuple. Je termine par une considération, on pourrait développer ça, mais la question qui se pose maintenant, en donnant la parole au peuple, quelle est? Ça participe du sens aussi des États généraux, de ce qu'on appelle de la démocratie, parce que vous voyez qu'on passe de la démocratie représentative, il y a un glissement, on en est maintenant à la démocratie participative, et en ce moment-là, on parle de démocratie délibérative. Parce que tout simplement, parce que le vote est un instrument de nivellement. Quand on vote, on n'est ni riche, ni noir, ni blanc, ni femme, etc., ni plus jeune, ni plus vieux. On est tous des citoyens. Or, le problème des sociétés contemporaines, des démocraties contemporaines, sont beaucoup plus complexes que cela. Il faut aller au-delà du vote, il faut mettre les citoyens autour de table pour que les citoyens non pas agrègent leurs préférences brutes, pour que les citoyens discutent, délibèrent et trouvent un consensus. On est dans une démocratie, une procédure, une éthique de la discussion, comme le dit Jürgen Habermas. Mais la question finale que je pose, que la plupart des auteurs qui réfléchissent sur la démocratie délibérative, sur la démocratie, on peut dire, expérimentale, sur les jurys de citoyens, sur les forums hybrides, etc. Quelle est donc la valeur
de la délibération du peuple. Est-ce que le peuple peut a les capacités de poser les bonnes questions? Est-ce que le peuple a la capacité de faire un bon diagnostic? Donc, à ce moment-là, ce qui est mis sur la balance, c'est la parole du peuple face à la parole de l'expert. Or, ça pose problème. Comme le dit Michel Calon dans ce texte-là sur la démocratie technique, ce ne sont pas seulement les dirigeants politiques qui sont mis en cause. La confiance du peuple est érodée. Ce n'est pas seulement vis-à-vis des dirigeants, mais vis-à-vis aussi des intellectuels, vis-à-vis des savants, vis-à-vis des experts, vis-à-vis des grands techniciens. Parce que tout simplement, si autrefois le technicien, le savant était un citoyen là, au cœur de la cité même, qui travaillait pour le progrès de la cité, on remarque que les savants, les experts forment désormais un groupe d'intérêt. C'est que les savants, les experts ne travaillent plus véritablement pour l'avancement, pour le progrès du peuple. Les savants, les experts ont leur propre agenda, évidemment. Le cas de l'industrie pharmaceutique en est un grand exemple. La question des brevets, la question des populations qui meurent de certaines régions, la question des médicaments, la question des recherches qui sont plus faites sur certaines maladies, etc. Cela fait planer également le manque de confiance sur les experts. À ce moment-là, dans la discussion, dans les états généraux, est-ce qu'on va mettre les deux? C'est la formule qu'on a trouvée pour donner beaucoup plus de sens à ces états généraux-là. Donc, on met tout le monde ensemble. À ce moment-là, l'expert va dialoguer avec le citoyen lambda, avec la citoyenne lambda. À ce moment-là, on porte une parole. Parce que tout simplement, on l'a vu lors des états généraux de la bioéthique. La question, ce n'est pas une question d'expert. Ce n'est pas une question scientifique, de physique. La question, c'est l'usage de la science. Ce sont les retombées de la technologie. Ce sont les retombées de la science et de la technique. À ce moment-là, le citoyen dit, moi, j'ai mon mot à dire, comme le dit Ulrich Beck dans La société du... Il y a trop de risques qui planent sur nos têtes, sur nos sociétés, sur nos démocraties. Les experts ne suffisent plus pour éradiquer ces mots-là, puisqu'ils sont partis, ils sont partis liés à cette dérive-là, à cette crise-là. Il faut que nous, les citoyens lambda, nous rentrions en scène. Donc c'est exactement le sens, le brassage en quelque sorte, la mise ensemble, le consensus qu'on essaye de trouver dans les états généraux. Non, on dit les états généraux sectoriels parce que ça peut concerner l'informatique, la biologie, l'enseignement, l'agriculture, l'environnement, la migration, etc., la finance, l'économie, etc. Donc tout ceci, tous ces éléments-là, c'est pour résoudre la crise du politique, redonner confiance au peuple, relégitimer l'autorité, en quelque sorte, les dirigeants, et donner un nouveau contenu, ce qu'on appelle l'autorité des dirigeants. Et donc, recentrer, replacer le peuple au centre de la démocratie représentative. Contraint par le temps, on va prendre une pause musicale avec Niska featuring Danola, titre Petite Terre. On revient après. Ceux-là qui sont intéressés à poser des questions, voyez avec Gaël pendant la pause. Merci. Merci. On va continuer, et c'est la dernière partie de notre séance. Et on va continuer à parler du sens des états généraux sectoriels de la nation dans les démocraties contemporaines. Alors, vous avez suivi avec attention, je l'ai vu, je l'ai constaté, l'intervention du professeur Fritz Dorvilliers. Et si l'idée, selon le développement qu'il a fait, l'objectif des états généraux sectoriels, c'est de permettre aux citoyens, quel qu'il soit, de dire son mot. Et les responsables, les représentants auront à noter ça, comme l'a souligné le professeur Dorvilliers, dans un cahier de doléances. Maintenant, la question qu'on se pose, si à la fin des rencontres, à la fin des discussions avec les différents secteurs de la nation, et qu'ils s'entendent pour que tous les élus quittent le pouvoir et qu'on recommence, comment le peuple pourra-t-il avoir cette garantie que tout ce qu'ils ont demandé, exigé, proposé dans les cahiers de doléances seront respectés?
c'est là pour moi la véritable problématique des états généraux sectoriels. De toute façon, je sais qu'il y a les noms qui sont là. Je pense en tout cas que ce genre de questions vont être posées et ce sera l'occasion pour le professeur D'Orvilliers de donner des réponses parce que lui-même, il est un des membres du comité de pilotage. On va prendre les questions. Soyez vraiment bref. D'ailleurs, vous le constatez vous-même, il se fait tard, il est très tard. Nous avons seulement 30 minutes pour prendre les questions et pour que le professeur D'Orvilliers y réponde. On va commencer avec Nixon Boumba. Monsieur Boumba. Merci pour seulement restriction pour une question philosophique. On va demander, et c'est bref, alors qu'il y a une pile élaboration qui est faite. Et puis, nous, le côté intéressant est là. OK? Alors, premièrement, dès le début de Café Philoa, James commençait à justifier l'État général par le fait qu'il y a un manque de légitimité. Sinon, pas de légitimité. Et le professeur D'Orvilliers élaborait de manière philosophique, très théorique, sur question pour éviter l'actualité. Pour moi, est-ce que c'est nos perspectives de ne pas aborder la parole vraie, qui est en coup d'État, comme il l'a souligné. Deuxièmement, il a dit c'est pour bloquer l'éruption du peuple dans le cadre de cette crise politique qui est la crise de légitimité, qui est la crise de la démocratie représentative qu'il a souligné pendant longtemps. Il n'a pas dit ça? Bon, il a répondu tout à l'heure. Et puis troisièmement, et ça qui marquait l'introduction même, c'est qu'on a parlé du sens des États généraux dans la démocratie contemporaine. Référence remontée en féodalisme, vraiment au féodalisme même, pour justifier l'État généraux de la nation, pour monter à l'ancien régime, les 13 États ou le peuple, les clergés. Ça veut dire, dans la contemporanéité, on n'a que des exemples des États généraux sectoriels, comme les États généraux scientifiques, qui ne posent pas les conflictualités politiques dans nos sociétés. Ça, c'est, si moi-même, je suis capable de comprendre tout débat qui fait, je ne me sens pas rentrer dans toute théorie, professeur D'Orvilliers, tu es rentré là-dedans. Question par maintenant, je vais poser le Kounia. C'est quoi, quels sont les contours de des démocraties contemporaines dans un contexte d'obsolescence de la démocratie? Donc, juste regarder ça qui a passé en Haïti. Donc, la démocratie bourgeoise, libérale, représentative, sortie de la Révolution française, est frappée d'obsolescence. Où, je dis, pour justifier même l'État généraux, nous sommes obligés de retourner dans le féodalisme qui a marqué la société ancienne, les régimes anciens. Donc, quel est le sens de la démocratie contemporaine aujourd'hui, à un moment où plus d'un sont d'accord qu'il y a une obsolescence de la démocratie libérale? Merci Boumba. Merci Boumba. J'appelle Antoine Hubert Lui. Bon, je tiens à féliciter encore une fois Café Philo et mon professeur Fritz D'Orvilliers. J'ai deux petites questions éclairs. Je me demande, dans cette schématisation du suffrage universel comme étant un acte de nivellement, quelle est la place des États-Unis s'il y existe de grands électeurs? Et ma deuxième question, je me demande pourquoi convoquer le peuple à parler s'il a déjà parlé lors des suffrages universels. Autrement dit, dans quelle mesure un pouvoir supposé sorti des élections qui convoque des États généraux ne pose pas déjà la négation même de son pouvoir de convocation? Merci Hubert. J'appelle Paulson Pierre-Philippe, PPP. Question pas maintenant, d'ordre peut-être sémantique, parce que c'est ça que m'a posé la créole et j'aurais souhaité sincèrement que nous ayons une réponse en créole pour retirer le problème sémantique là. Pour sémantique française, c'est là le problème, nous avons résoudre là. État généraux sectoriel de la nation. Moi-même, dans tout chercher, je viens de plusieurs côtés, peut-être que je ne vais pas chercher assez. Je viens des états généraux sur différents secteurs. Des états généraux de l'éducation, des états généraux de la santé. Au fait, pour moi, avant, états généraux sur des bagages spécifiques, fait, et c'est ensemble états généraux sectoriels, ça, bon état généraux de la nation. Alors, j'ai des difficultés pour me comprendre. Peut-être que c'est
français a fait ça, si nous mettons en créole, comment on traduit états généraux sectoriels? Est-ce que nous sommes capables de gagner des états généraux sectoriels? Est-ce que c'est tout secteur où on a fait états généraux ou bien c'est des états généraux spécifiques qui pour nos états généraux de la nation? Merci. Merci Paulson. Et enfin, pour la première série, j'appelle Joseph Johnny. Très bref, Johnny. Oui. Professeur, pour qui ça n'a besoin d'état généraux sectoriels étant dit que l'armée dans la constitution nous? Merci. Mais qui t'aime préciser pour Bumba, moi pas parler de ancien régime sur question convocation état généraux pour me justifier état généraux sectoriel qu'a fait là, me parler pour me faire un minimum historique de état généraux pour ne pas penser que son bagage qui pour en fait pour monde qui pas te connaît pour son bagage qui fait paraître et c'est président Jovenel qui vient avec lui ou bien c'est en Haïti il fait paraître il y a des côtés qu'on fait déjà et dans des démocraties modernes contemporaines il y a des états généraux qui qu'on convoqué ça pour Richard Doville était démontré pour se mettre allez oui. Oui, bon, merci pour les questions. C'est des questions très pertinentes. Par contre, si on peut répondre avec dans le jeu parasiastique, évidemment. Et non, ma pour répondre, bon, en fond de considération, sous considération, collègue l'enfer, de table l'enfer, sous discussion, yo. Donc, états généraux ou états généraux sectoriels, à bon ensemble de discussions. C'est une question qui va au-delà du suffrage, au-delà du vote. Si après les discussions, dans les cahiers de doléances, on dit on remet tout à plat, on repart à zéro, à ce moment-là, on retombe ce qu'on appelle dans la logique des pouvoirs de recommencement, comparativement à ce que Miguel Rivaudalon appelle les pouvoirs de commencement, parce qu'en Haïti, on a toujours des pouvoirs de recommencement, et évidemment, depuis toute son ouverture. Maintenant, qui ça fait? Si on dit, bon, caser parlement, fait exécutif, fait CASEC, fait AZEC, fait maire, etc., tout le monde en bas. Tout le monde pas la donne. Quand on frère dit, ma coûte pas la donne, maintenant, on dit, tout le monde pas la donne. Tout dirigeant pas la donne. Est-ce que c'est possible? Évidemment, c'est possible. Quand on combat un monde parler, on a dit ça le voulait. Mais, t'as parlé. Ou bien, pour ton cahier de doléances, là, écrit ça le senti, ça le voulait. Mais capable de plusieurs biais. De biais à la fois dans le choix de gens qui vont parler, des biais aussi par rapport aux propositions qui vont être faites par ces gens-là. Et le fait est que, il y a un principe tout, à moins que, puisque de pour l'en question de délibération, presque tout est possible, c'est que, on l'a dit, le sens même des États généraux dans les démocraties contemporaines, il y a une base. La base, c'est le respect, en quelque sorte, du régime politique, le respect de la Constitution. C'est-à-dire qu'on a déjà une règle commune, on va respecter la règle commune. Sauf si, évidemment, dans cette règle commune-là, il y a une possibilité de consulter par le suffrage le peuple, c'est-à-dire une possibilité de référendum. Or, dans la Constitution de 1987, il n'y a plus, malheureusement, moi je dis personnellement malheureusement, il n'y a plus le référendum. On a annulé la possibilité de recourir à un référendum. C'est-à-dire que moi, je vois très difficilement, à moins d'un éclatement, à moins d'une révolution, si on dit, ouais, tout le monde en bas, personne, mandat président, mandat parlementaire, etc. Et c'est pour cela qu'à la fin de la discussion, j'avais posé la question sur la validité aussi, la validité en termes moral, c'est une question normative, c'est pas seulement validité en termes techniques, validité normative de ces décisions-là. À condition si on respecte ça, qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde va là, mais qu'est-ce qui va là? On va réorganiser comment? On va réorganiser comment? Est-ce que ce sera
une révolution? On va mettre un gouvernement provisoire, un CNG? Est-ce qu'on va mettre un comité de salut public? Est-ce que véritablement cette solution-là va résoudre le problème? C'est très problématique. Moi, par contre, ça, mon le dit. Moi, je suis l'un des facilitateurs. Je donne la parole, j'enregistre, je suis une cassette, j'enregistre, je fais un rapport. Mais si cette demande est faite, évidemment, ça, c'est dans l'ordre des choses possibles. Si cette demande est faite, la question qu'on peut se poser, est-ce que véritablement c'est avec la table rase qu'on va résoudre le problème de la démocratie représentative? Parce qu'il faut peser les solutions. Est-ce que c'est la table rase ou bien est-ce que c'est la réforme institutionnelle? Est-ce que c'est le recentrement du peuple dans le cadre de la démocratie? Ça, je n'ai pas véritablement de réponse là-dessus, mais je crois que intellectuellement, rationnellement, c'est dans l'ordre des choses possibles, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, par rapport à la question sur le manque de légitimité, c'est-à-dire que, est-ce qu'on considère qu'un gouvernement ou bien un pouvoir, les dirigeants manquent de légitimité? Comment est-ce que ces dirigeants-là vont pouvoir aller chercher cette légitimité-là? Donc, de toute manière, c'est le vote qui confère, qui démontre, qui constate la légitimité en termes de nombre, ce qu'on appelle la démocratie numérique, le nombre. Parce que ça a été aussi en débat chez tous les philosophes du 18e, le rapport entre le nombre et la raison. Si vous voyez les développements de Diderot, de Condorcet, de l'abbé Sieyès, exactement, de Rousseau, c'est le rapport entre le nombre et la raison. Bon, la légitimité, parce que le président a eu 15, 20, 25% de suffrage, donc la majeure partie de la population n'a pas voté le président, le parlementaire, le maire n'a pas assez de légitimité. Mais maintenant, est-ce que cela ne confère pas le droit à cette personne qui manque de légitimité d'aller chercher autrement cette légitimité? C'est une question de stratégie, c'est une question politique. Moi, je crois que dans les démocraties contemporaines, ça a été fait dans plusieurs pays, les dirigeants sont conscients du déficit de légitimité, les dirigeants sont conscients de la limite du suffrage universel, donc les dirigeants vont faire participer, demandent la participation de la population à travers les forums hybrides, à travers la démocratie délibérative, à travers la démocratie représentative. Donc c'est une possibilité. Donc ceci n'empêche pas cela. C'est parce qu'on a été élu par 15% de la population, on peut avoir une légitimité par après, en cherchant cette légitimité, à avoir 50% de gens qui adhèrent à la politique, 60% de gens qui adhèrent à cette politique-là. Rapidement, sur les grands électeurs, bon, c'est un système politique, évidemment, c'est un système politique des États-Unis, donc c'est leur régime, c'est leur système politique. Évidemment, il s'agit du vote. Même si ce sont des grands électeurs, il s'agit du vote. Donc, des électeurs, des petits électeurs qui votent de grands électeurs pour que les grands électeurs fassent un vote définitif. Cela revient au même pour le Parlement. Nous votons les parlementaires, notamment le Sénat. Le Sénat vote pour élire, en quelque sorte, les membres de la Cour des comptes, la police, d'autres institutions. Cela revient au même. Est-ce que les membres de la Cour des comptes ne sont pas mis démocratiquement en place? Oui, en quelque sorte, parce qu'ils sont mis par des gens qui ont été élus par la même population. En ce qui concerne la traduction état généraux sectoriel de la nation, mais c'est une question sémantique. Il y a des gens qui traduisent, dit bon, on chita parler, son chita attendez, son chita parler, etc. Mais c'est ça l'expression. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont rumblés. Rumblé, ça traduit ça aussi. C'est-à-dire que on chita parler, on chita attendez, on rumblé pas en général, mais on rumblé d'un point de vue méthodique, on rumblé sous des secteurs qui ont jugé qui critiquent, qui sont cruciaux pour le pays, comme l'éducation, comme l'environnement, comme évidemment la gouvernance politique, etc. Donc des sujets, des 10 thématiques, des sujets critiques pour le pays, ils font rumblé, ils font chita attendez, ils font chita parler sous question. C'est comme ça qu'ils traduisent en créole. Sur la question de l'armée, question c'est que si on a fait un état généraux, pour qui ça, nous déjà prenons décision rétablir l'armée.
ou bien rétablir telle ou telle autre institution, pas faire telle ou telle autre, pas faire CEP ou bien faire CEP permanent. C'est une question légitime, c'est une question sensée. Mais on peut dire aussi, ceci n'empêche pas cela. Mais le pouvoir en place qui cherche une légitimité populaire à travers la délibération populaire, même si il fait un ensemble d'actions, mais ensemble d'actions, ça, il a toujours critiqué par après. Non, État généraux et État généraux qui a deux solutions pour dire retourner sous telle décision. Pouvoir doit continuer. Bon, est-ce qu'on peut dire pour les besoins, pour la labilité, pour la confiance, est-ce que ça te supposé fait? Dans un parler vrai, m'a dit non, ça n'a pas supposé fait. Évidemment, parce que si que un ensemble d'institutions qui critiquent, qui problématiquent, qui demandent on chita pas on chita attendez sous yo, donc on nous plus ou moins tendre que chita attendez, chita pas la fin fête avant nous prendre une décision. Mais le fait est que pas oublier que dans chita parler, dans chita attendez, non pas véritable comme principe, il pas remettre en question les institutions constitutionnelles. Le cadre démocratique ne doit pas être touché par évidemment cela, sauf si on transforme cela en une révolution où on chambarde tout. Mais les États généraux, dans leur sens de la démocratie contemporaine, les États généraux ont pour principe la réforme. La réforme, la consolidation, le renforcement des institutions existantes, évidemment, et non pas le rejet total des institutions existantes. Ok, et nous avons rencontré de temps, nous avons prendre la dernière série A, donc nous partons avec la première série A, et puis on a l'autre occasion. Alors, qui te préciser bien que Ralph te fait au début, nos amis qui sont en groupe qui font une bonne discussion ensemble avec moi, parce que nous avons fait un café philo sur thématique ça même. Il dit c'est pour nous justifier pour le président Jovenel ou bien pour pouvoir là, ça qu'a fait là. Alors, je besoin de préciser, comme je t'ai dit déjà dans le débat, quoi il est important pour me dire ça là, publiquement. Dans le café philo, nous traitons de tous les sujets. Nous recevons toute qualité de monde là parce que nous-mêmes, dans le café philo, nous ne faisons pas politique pure de qu'on monde a supporté ou contre un monde. Depuis qu'on thématique qu'on monde a dit parole sur lui, nous invitons le parler sur lui et nous faisons ouvertement. N'importe qui a un sujet, veut traiter, vient traiter là, nous ne faisons pas partisanerie ni pas en mitaille. OK? Moi je dis merci à toute équipe là, toute équipe café philo pour préparer café philo ça. Merci à tout le monde qui est venu. À mardi prochain pour l'autre café philo qui piche toujours. Merci. Carton yo palais, dit ou mérité, ou pas te doit lever, ou pas te doit l'idée, mais c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé. Nous c'est un seul père descendre en bacal à ma chambre, et puis moi c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser. C'est qui bon ça, il mauvais.